Partie d'émission avec notre invité Alexandre Delval, géopolitologue. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va parler pendant une heure de l'Ukraine, beaucoup, de la diplomatie française aussi. L'élection de Donald Trump aux États-Unis a complètement changé la donne. Il y a eu la reprise du dialogue entre la Russie et les États-Unis. Et clairement, l'Union européenne, la France, même l'Ukraine, sont très loin de la table des négociations. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors il y a une raison assez structurelle, c'est que Madame Merkel et Monsieur Hollande, même si après il y a eu une sorte de revirement, on n'a pas vraiment dit ça, en tout cas Merkel l'a écrit dans son dernier livre, les négociations qui auraient pu, peut-être, ce n'est pas certain, mais empêcher cette déflagration, les négociations dites de Minsk 1 et 2, etc., on a avoué en Europe qu'elles n'étaient pas sincères et que c'était juste pour gagner du temps. Donc, deuxièmement, pour les Russes, Monsieur Zelensky n'est plus dans son mandat, même si en fait il y a des raisons pour lesquelles il est encore là. C'est tout à fait normal en période de guerre que la Constitution puisse prévoir, etc., un maintien sans élection. Mais pour ces raisons, il y a une absence totale de possibilité de négociation aujourd'hui sur d'autres bases que celles qu'ont prévues les Américains et qui court-circuitent totalement les Européens et les Ukrainiens, qui sont considérés par les Russes comme des interlocuteurs non fiables et de toute façon qui ne parlent pas d'une voix, puisque l'Europe n'est pas un État souverain, c'est un traité. Ce sont des traités, un traité de Lisbonne, c'est un ensemble de traités accumulés depuis les années 54, 57, etc. Mais ce n'est qu'un traité en relations internationales, surtout en matière de défense. Il n'existe que des États-nations. D'ailleurs, au niveau européen, il y a encore le domaine de l'unanimité. Certains domaines réservés régaliens se votent à l'unanimité parce qu'un État peut mettre un veto, parce que ça veut dire que c'est une prérogative étatique. Donc on parle dans le vide en ce moment. L'Europe ne peut pas être un acteur stratégique qui décide de l'envoi de troupes ou du maintien ou pas de la guerre. Et j'ai bien l'impression qu'il y a deux possibilités. Soit ce que fait Macron en ce moment est très sincère, mais comme quelqu'un qui n'a pas de muscle et qui dit je vais flexir mon muscle, ou alors que ça soit de la communication pour avoir l'air de celui qui aura été un peu churchillien, c'est à la mode des années plus tard. Ceux qui n'auraient probablement pas été, je parle pas de Macron, mais churchilliens sont tous churchilliens, tout le monde est résistant, tout le monde est churchillien à 70, 80 ans, et bien ça sera encore 100 ans après, ça sera pareil. Mais dans la réalité, donc soit c'est une illusion à laquelle on croit sincèrement, possible, il ne faut pas toujours accuser les hommes politiques de mauvaises intentions, soit c'est de la com pour avoir l'air d'être celui qui dira plus tard « Moi, j'ai pas été lâche, je l'avais dit ». Oui, mais justement, au-delà de le dire, il a réuni les chefs de parti hier en format Saint-Denis. Tout le monde était là pour l'écouter parler sur la situation avec le renseignement français, sur ce qu'il en était. Et clairement, la ligne aujourd'hui des pro-Europe, pro-OTAN, c'est de dire que la Russie s'arme beaucoup, et que si aujourd'hui l'accord de paix se fait sur les conditions de Vladimir Poutine, alors d'autres pays vont tomber et ce sera la guerre en Europe. Ça, c'est à peu près ce qu'ils disent. Alors, on n'a aucune certitude, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut s'armer de toute façon, ne serait-ce que pour faire la paix. Ça, c'est une solution très saine, et c'est la vraie raison pour laquelle on nous parle de menaces existentielles. L'idée, c'est de préparer l'opinion à accepter un effort de guerre qui va dire qu'on va peut-être encore couper pour les médicaments, pour les aides sociales, pour les retraites, pour les indexations des salaires. On nous prépare clairement à ça. Et c'est vrai que si on dit il y a une menace existentielle d'un Ruskov qui va prendre Paris, moi je connais des gens, y compris dans ma famille, qui m'appellent, est-ce que c'est vrai que les Russes vont envers Paris ? Mais c'était déjà le cas de l'élection de François Mitterrand en 81, les chars russes devaient arriver sous quinzaine. Or, sans être absolument dans un discours relativiste ou pro-russe, mais absolument pas, les stratèges, les meilleurs à qui on peut s'adresser, et même je parle même à des gens de l'état-major militaire français, savent que c'est faux. Malheureusement, la Russie, effectivement, est un ennemi existentiel, peut-être, probablement des pays baltes, très probablement des pays baltes, probablement de la Roumanie qui accueille beaucoup de dispositifs américains et atlantistes. À cause de l'OTAN, ça aussi. Et atlantiques, et c'est la source de la guerre, c'était l'extension de l'OTAN. Si on pouvait montrer à nos éditeurs une carte des années 90 de l'OTAN et une carte des années 2020 de l'OTAN, après on dira qui s'est étendu au détriment de l'ancien jardin de l'autre. On pourrait vraiment poser la question sincèrement. C'est le problème de fond que veut aborder Trump, et on lui reproche d'aborder le problème de fond qui peut faire en sorte que peut-être, même s'il n'y a pas de garantie, peut-être la Russie pourrait redevenir, je ne dirais pas raisonnable, mais elle n'aurait plus de prétexte pour manger ses voisins, puisque le voisin serait neutre. La neutralité, c'est devenu un gros mot. La neutralité, on l'a
l'a perdu. La Finlande, qui était pays neutre, rejoint l'OTAN. D'ailleurs, moi, je pose une question à tous ceux qui disent c'est la garantie. Est-ce que la Finlande a été envahie, ou l'Autriche, quand elles étaient neutres ces dernières années, et ces dernières dizaines d'années, et depuis très très longtemps? Non. Est-ce que l'Ukraine a été envahie comme elle l'a été en 2014 en partie et en 2022 beaucoup plus lorsqu'elle était neutre? Non. À l'époque de Kouchma, l'Ukraine n'était pas menacée existentiellement par la Russie. Elle l'est devenue quand elle a voulu passer. Alors c'est vrai que la situation la plus faible, c'est quand vous êtes ni neutre, ni encore membre de l'OTAN. Là, c'est le moment où celui qui veut que vous restiez neutre se dit c'est le dernier moment pour attaquer. Ouais. Et c'est ce qu'il s'est passé. Ça ne justifie rien. Et il faut quand même se préparer à une guerre de haute intensité avec pas que la Russie d'ailleurs. Vous savez, quand on parle avec des militaires depuis une dizaine d'années, et j'ai fait même des interventions à l'école de guerre, on en a parlé aussi avec le CHEM et d'autres structures qui forment nos officiers. Moi, j'en ai vu beaucoup plus qui s'entraînent à une guerre avec la Turquie. Il faut le dire à nos auditeurs. Nos militaires, nos pilotes, depuis des années, se préparent à une confrontation directe de haute intensité en Méditerranée avec la Turquie, qui, elle, à la différence de la Russie, n'a pas envahi juste un bout d'un pays qui n'était pas membre de l'OTAN et de l'Union européenne, mais la Turquie menace la Grèce existentiellement en lui prenant ses eaux territoriales, ses ZEE, ses eaux économiques exclusives, et elle a envahi toujours 37% de l'île d'un pays membre de l'Union européenne, Chypre, dont personne ne parle. Cette invasion, d'ailleurs, on a même demandé aux Grecs de l'accepter. Donc, si vous voulez, il y a un deux poids, deux mesures, selon que vous soyez puissant ou misérable, disait l'auteur fameux. Ben là, c'est selon que vous soyez atlantiste ou non, on vous pardonne une invasion ou pas. Ouais, mais il y a aussi le fait que Trump change la donne. Lui annonce, le président américain, que c'est Zelensky qui a provoqué la guerre. Alors, bien sûr, ça c'est outrancier. C'est pas, on ne tape pas sur une ambulance, on est d'accord. Mais il est vrai que, probablement de manière sincère, et parce qu'il a été désinformé et encouragé à tort, gonflé à bloc par les Anglais. Mais les Anglais, c'est ceux qui ont été les plus bellicistes depuis le début. Comme Saakashvili, notamment, qui avait promis monts et merveilles à l'Ukraine si elle combattait. Et c'est Johnson, on le sait, qui a arrêté le projet d'Istanbul, un accord qui est passé par le narratif poutinien, c'est quelque chose d'officiel. Et donc, on a poussé les Ukrainiens, et moi j'en veux un petit peu quand même à notre classe politique, même si elle a été sincère, on a poussé des gens à faire la guerre en leur donnant assez pour tuer du Ruskov, parce que c'était le vrai but, qui était énoncé dans la Rand Corporation en 2019. Il y a eu un rapport dans la Rand Corporation qui inspire la politique américaine. C'est un rapport public qui un rapport public, Extending Russia. Un but est en fait de faire éclater la Russie en petits États. Après avoir entraîné la Russie dans un bourbier dans lequel elle aurait forcément des dégâts. Et l'idée, d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est pas tuer la Russie, c'est la déstabiliser et la faire saigner. On parle dans ce rapport de bloodletting, et qui est le peuple. Et moi, j'admire leur courage, le plus courageux d'Europe, parce qu'il est existentiellement menacé, parce qu'il est dans un contentieux territorial, historique, politique, idéologique énorme. C'est les Ukrainiens. On n'a rien trouvé de mieux que les Ukrainiens pour aller tuer du Russe. Et c'est ça qu'on a fait. Mais on n'a jamais donné aux Ukrainiens... C'est-à-dire les États-Unis. Oui, c'est-à-dire les États-Unis, les Anglais. Les Anglais, depuis de façon 2 siècles, ont toujours voulu, toujours préféré. Rappelez-vous de la guerre de Crimée, dans laquelle on nous a entraînés en 1853. Les Anglais ont toujours dit mieux vaut les Turcs que les Russes. C'est l'obsession des Anglais, bloquer les Russes en mer Noire. C'est une stratégie politique. Russophobie britannique. Parce que la Grande-Bretagne, en tant que puissance européenne extérieure au continent, mais insulaire, elle a toujours dit, moi, ma politique en Europe doit consister à diviser les Européens, et comme les Américains qui ont repris la stratégie de Mackinder, et aussi l'Américain Spikeman pour le Rhineland, c'est empêcher toute soudure, toute coopération entre les deux poumons les plus forts des deux Europes, celle orthodoxe, celle catholico-protestante, l'Allemagne et la Russie. Et ça, c'est une obsession de tous les stratèges américains jusqu'à Trump. Et ce qui est formidable, on a enfin des stratèges aux États-Unis qui sont pas les plus imbéciles, parce que quand même Trump a été inspiré notamment par Kissinger, qui vous disent... Peut-être que tout cela, c'est une vieille stratégie qui peut nous conduire à une guerre nucléaire, parce que si la Russie est acculée, elle a quand même quelque chose que n'a pas l'Irak. On voudrait faire... J'ai vu hier sur LCI une Ukrainienne probablement très, très sincère qui disait « Non, il faut botter les fesses à la Russie, l'agresser et en finir à la Russie avec une guerre de tout l'OTAN contre la Russie. » Et c'est vrai que tous les matériels de l'OTAN, on pourrait faire très mal à la Russie en Ukraine. On pourrait.
Mais à quel prix? Et avec quelles conséquences? Éthique de responsabilité. Il n'y a pas que l'éthique de conviction. Donc j'ai bien peur qu'en ce moment, ce soit de la gesticulation permanente, parce qu'on ne peut pas envoyer plus de 30 000 hommes. J'ai vérifié au téléphone par un de mes amis qui travaille. Avec tout l'OTAN, on peut lever une centaine de milliers de personnes, mais il en faut 100 000 pour en avoir 30 000 sur place. Vous savez, c'est comme quand on surveille quelqu'un, il faut à peu près 15 personnes pour surveiller un terroriste. Mais il faut toujours plus que ce qu'on amène. Donc pour avoir 30 000 hommes sur place, c'est-à-dire un dixième de ce que réclame Zelensky, eh bien, on n'arrive même pas à être d'accord pour envoyer 30 000. Il y a pas Macron est ressorti en fait avec une preuve du fait que son leadership n'a pas été accepté par les autres. Et les plus anti-russes, les Polonais, disent moi j'y vais pas parce que moi je veux garder mes hommes pour moi au cas où les gens retrouvent. Donc vous voyez, c'est une cacophonie. C'est de la belle communication, mais c'est le wishful thinking. On va parler de ce wishful thinking. On va marcher une courte pause et puis se retrouver dans un instant. 0826 300 300. Si vous souhaitez poser des questions à notre invité Alexandre Delval sur ce conflit ukrainien et ce qui change la donne avec Trump et Poutine. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve en plateau avec notre invité Alexandre Delval, géopolitologue, pour parler de cette résolution ou pas du conflit en Ukraine. On a l'impression que Trump avait promis de résoudre ce conflit en 24 heures. Il veut que ça aille vite. On voit bien que ces déclarations aujourd'hui, le fait que les ministres des Affaires étrangères, qu'une délégation russe et américaine se soient rencontrés au Proche-Orient, montre que les choses changent et avancent. Et pourtant, de ce côté-ci du mur, puisque c'est le retour de la guerre froide, de la guerre chaude, on a l'impression que les leaders européens ont peur de la paix. Oui, alors j'aime beaucoup votre question. Je regardais encore LCI, parce que malgré le fait que je suis pas d'accord, c'est quand même une émission qui parle de géopolitique tous les soirs. Et au moment où il y a eu cette première lancée de Trump qui veut se réconcilier avec Poutine, il y a même des gens, je ne sais pas si c'est un lapsus sur le plateau de Rochebain, qui disaient il y a peut-être encore un espoir que la guerre continue. Je croyais avoir mal entendu. Après, ça a été repris par la suite. Oui. Alors, en gros, si vous êtes pour la paix, pour éviter une guerre qui pourrait très mal finir en nucléaire, vous êtes un Munichois. Alors, ça, c'est très intéressant. L'instrumentalisation permanente de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Quand on a fait la guerre en Irak, on avait un Hitler à Bagdad. Milosevic était également un Hitler. Le journal Le Monde le dépeignait à la fois porcin et nazi. C'est vraiment une obsession. On dirait que l'Occident n'arrive pas à raisonner autrement qu'avec cette grille de lecture, qui n'en est pas une, qui est celle de la réduction ad litterum, le point Godwin. C'est assez extraordinaire. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être sortir de ça et faire des analyses un peu sérieuses. Trump aussi a été taxé de nazi pendant la campagne sur les plateaux du service public de l'information en France. Même Macron lui-même, quand Macron avait accepté de lancer un projet de loi qui était un peu plus capable de durcir les critères d'entrée des migrants légaux et illégaux sur le sol français, certains avaient également traité Macron de concession envers l'extrême droite. Et donc l'extrême droite, ça fait quand même toujours penser au nazisme. Et donc tout cela est assez regrettable parce que quand on est dans l'émotion absolue et des références, parce que bien sûr j'ai quand même une énorme empathie pour ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, dénoncer l'instrumentalisation, ce n'est pas relativiser. Non, bien sûr, bien sûr. Je dirais que c'est un affront permanent envers les morts de la Shoah que de déterrer leurs cadavres pour gagner un débat. C'est permanent. Regardez même Bayrou. Si demain Bayrou continue à être poli avec un parti qui est le premier parti de France, il va être traité lui aussi de faire de la réduction. Aujourd'hui, personne n'échappe à la réduction ad litterum. On a même traité d'ailleurs, et je ne suis pas là pour défendre son parti, moi je suis LR, mais quand Éric Zemmour, juif, pratiquant, qui aime sa synagogue, on fait quand même mieux comme antisémite que quelqu'un qui est un juif pratiquant et qui n'a jamais renié sa propre... Non, maintenant, un juif pratiquant peut être un nazi. Tout le monde peut être nazi. Oui, c'est-à-dire même les victimes historiques du nazisme sont des nazis. En fait, aujourd'hui, et c'est grave, c'est une banalisation. Un de mes élèves, un jour, me disait, je suis facho. Je dis, mais facho ou fasciste? Non, moi, même fasciste, peu importe. Je dis, c'est quoi pour toi? À force que tout le monde traite tout le monde de facho, pour lui, c'était pas du tout un critère d'extrême droite au sens science politique, c'était être politiquement incorrect, être un peu alternatif, comme c'est souvent le cas d'être traité de fasciste quand vous êtes
dans une pensée qui n'est pas celle, en gros, du globalisme sans frontiériste. Il avait assumé le terme sans même savoir que c'est un mot qui est grave. Ceux qui ont été victimes du fascisme, du nazisme, c'est que c'est un terme grave. Donc on a une banalisation. Ceux qui veulent réduire ce danger, en fait, l'augmentent, puisqu'ils rendent sympathique. Si vous et moi, et si tout le monde peut être fascisable, même Macron, même Bayrou, bah finalement, les fachos sont sympathiques. Vous voyez, ça banalise. Par rapport à cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi la réécriture qui est en cours, c'est-à-dire d'oublier le rôle de la Russie soviétique dans la libération du continent du nazisme. Russie non invitée aux célébrations des camps de la mort, Russie non invitée au débarquement, et 20 millions de morts sur le front de l'Est, et cette volonté de minimiser l'effort de guerre russe, soviétique à l'époque, dans la chute du nazisme. Oui, c'est quelque chose qui est assez stupéfiant, et c'est bizarre parce que c'est tous les pays orthodoxes qui en sont victimes. Vous savez qu'Hitler avait un problème avec les orthodoxes et les slaves, et les orthodoxes en général. Les Grecs ont offert une résistance incroyablement, enfin au niveau, en proportion, héroïque par rapport à d'autres peuples catholico-protestants. Les Serbes qui ont caché Madeleine Albright quand elle était jeune, juive qui risquait d'être tuée par le régime fasciste croate et bosniaque musulman de Ante Pavelić, eh bien, ces Serbes qui ont caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui étaient une résistance terrible. Les nazis disaient c'est des coriaces, les Serbes. Ceux-là, ils nous ont donné du fil à retordre. Ceux-là aussi, on les a nazifiés pour justifier la guerre du Kosovo dans les années 90. Et les Russes sont également nazifiés. Donc, les trois peuples qui ont le plus résisté en proportion, en tant que peuple, face au nazisme, beaucoup plus que les Européens de l'Ouest, bizarrement, c'est ceux-là qu'on traite de nazis tout le temps. En tout cas, les Serbes et enfin, de nazis ou de stalino-nazis ou les plus terribles, les plus grands égorgeurs. Et par contraste, moi j'adore les contrastes, un vrai égorgeur professionnel, qui est un égorgeur modéré, qui est aujourd'hui à la tête de la Syrie, alors lui on le réhabilite. Et on nous dit qu'aujourd'hui, Macron nous disait que pour prouver qu'il y avait une menace existentielle, les Russes organisent des attentats terroristes en Europe. Alors moi, je ne veux pas minimiser ce qu'ont fait les Russes. Il y a eu même parfois des assassinats. Mais alors là, parlons des assassinats. Si un pays qui organise des assassinats chez vous, dans le cadre de covert action, d'opérations que tous les services de renseignement peuvent faire. Alors dans ce cas, les Américains sont en guerre existentielle contre nous. Ils ont assassiné des gens sur le sol européen et kidnappé, alors là, énormément, et enlevé, et avec des prisons illégales en Europe de l'Est, etc. Israël, probablement pour de très bonnes raisons, a fait assassiner des gens qui travaillaient sur un programme nucléaire en France, en collaboration avec nos services sur le sol français. Alors dans ce cas, et les Turcs ont également fait disparaître plusieurs personnes dans le 10e arrondissement ces 10 dernières années. Alors ça en fait beaucoup des pays qui sont en guerre existentielle avec nous. Autre critère pour Macron, un pays est en guerre existentielle quand il fait du hacking ou de l'ingérence. Alors si on reprend ce critère de la guerre existentielle, les Américains sont en guerre existentielle contre nous. Mitterrand l'avait dit à Georges-Marc Benamou, cette guerre économique avec le pillage de données, le hacking. La NSA, la National Security Agency, donc la deuxième grande agence qui fait beaucoup de pillage de données, elle pille, elle espionne et elle fait du hacking. Alors dans ce cas, si c'est ça le critère de l'ennemi... Puisque les États-Unis sous Obama ont écouté les chefs d'État européens, et là ça n'a pas fait du tout de vague. Il y a eu un silence gêné, et puis rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ingérence, elle est condamnable, et je veux bien dire qu'elle soit condamnable. Uniquement, c'est encore une fois La Fontaine, selon que vous soyez... là, c'est pas selon que vous soyez fort, c'est selon que vous soyez du côté de l'OTAN ou pas. L'ingérence est tout à fait acceptable quand elle vient de l'atlantisme, de l'USAID que M. Trump a fermé récemment. Vous savez que l'USAID, c'est une agence de développement pour nos auditeurs qui a servi de super habillage comme la National Endowment for Democracy pendant des années pour faire des opérations que jadis la CIA faisait en direct. Elle payait directement des révolutionnaires ou des manifestants. Et ça, c'était un peu trop grossier en Amérique latine. Et à partir des années 90, donc sous Clinton, puis ensuite sous Bush fils, c'est devenu à travers des ONG qu'on retrouve dans toutes les révolutions orange. Le Maïdan en 2014. Maïdan, orange, disons plutôt Tulip pour Kyrgyzstan, Khmara, Pora, toutes ces révolutions de couleur. Nos auditeurs peuvent vérifier sur Internet. C'est pas du narratif pro-russe. On retrouve le point de l'association Canvas. On retrouve les logos de
de Albert Einstein Foundation, du génial Gene Sharp, qui a conçu tout ça, des opérations de guerre par action civile, des guerres non militaires par retournement de l'opinion, fabrication du consentement, comme dit Noam Chomsky. Tout ça, ça a été de l'ingérence permanente, où on a renversé les États. Et c'est l'origine de la guerre en Ukraine. Si on n'avait pas renversé, en soutenant, quand on fait fuir quelqu'un de son palais présidentiel parce qu'il menace d'être buté, et qu'il y a des gens qui ont récupéré une révolution douce pour tirer dans le tas, et que nous on soutient ça, alors que le type qui fuit son palais présidentiel, il a été élu sous observation internationale, pas un truc bidon, est reconnu, il est élu depuis 2010, on le fait fuir, et nous on soutient des gens qui font fuir militairement, enfin manu militari, et ça c'est pas de l'ingérence ça, mais c'est bien pire que tout ce que fait la Russie ou la Chine, ou même l'Azerbaïdjan qu'on a dénoncé en Nouvelle-Calédonie. Tous ces pays, c'est de la piste à fourrette, à côté de ce qu'ont fait les anglo-saxons, parce que c'est eux, hein, c'est toujours les anglo-saxons. En opération les anglo-saxons, vous savez, ont une agence, un accord de renseignement qui s'appelle le Five Eyes, et les 5 pays anglo-saxons coopèrent avec les GAFAM et avec le système PRISM d'espionnage international de la NSA. C'est ce qu'a dit Snowden, c'est pour ça qu'il était recherché. On nous espionne on fait de l'ingérence en permanence. On va en parler justement de cette ingérence et de l'organisation et la façon de voir avec le bouclier pour la démocratie que l'Union européenne est en train de mettre en place également. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec Alexandre Delval, géopolitologue, pour parler de ces derniers développements, concernant la guerre en Ukraine et potentiel accord de paix qui arriverait sous la pression de Donald Trump. Emmanuel Macron parle de la Russie comme d'une menace existentielle pour les Européens, mais est-ce que c'est pas du côté russe l'OTAN qui est la menace existentielle? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ce terme de menace existentielle? Alors, ce que vous faites, c'est un exercice très intéressant qu'on fait en géopolitique. Et c'est mal vu dans le domaine de la morale et de l'idéologie, mais en géopolitique, on le fait. Moi, je le faisais beaucoup avec mon maître, le général Gallois, l'inventeur de la force de frappe nucléaire française. Il nous faisait faire des sortes de jeux de rôle. Et mettez-vous à la place du leader palestinien. Et 10 minutes après, ou un quart d'heure après, maintenant, raisonnez en général israélien. C'était un exercice extrêmement intéressant. Et là, vous venez de le faire, parce que pour les Russes, la menace existentielle, c'est pas uniquement l'OTAN qui n'est qu'un traité. L'OTAN, c'est qu'un bout de papier. Si vous êtes membre de l'OTAN, mais qu'il n'y a pas de missiles, d'antimissiles, de bases, de soldats, de bases tournantes, de radars et de bases de la CIA, ça va. Mais l'Ukraine était devenue un pays qui avait 12 bases de la CIA. L'Ukraine était devenue un pays, et je ne l'invente pas, on peut retrouver la vidéo de George Friedman, le plus grand stratège actuel américain, qui inspirait beaucoup le département d'État, mais surtout le Pentagone. Dans une vidéo qui s'appelle « C'est cynique, c'est immoral, mais ça marche », il rappelle qu'en 2015, il en est tout fier, il rigole d'ailleurs, il présente son bouquin, nous avons fait exprès de dépêcher le général Hodge américain, chef d'état-major, en Ukraine, pour provoquer les Russes, pour faire des décorations à des soldats ukrainiens que l'on ne donne que aux soldats de l'armée américaine, pour bien que les Russes comprennent que c'est même pas que l'OTAN, l'Ukraine, c'est l'Amérique. Imaginez un taureau, ça s'appelle un chiffon rouge. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle un chiffon rouge. Et donc, bien sûr, si on dit tout ça, je comprends, les Ukrainiens, je les comprends quand ça les choque d'entendre ça. Ils sont pas dans l'émotion, eux ils sont dans la survie physique, ils ont des morts. Je peux comprendre qu'ils ne veulent pas l'entendre. Mais nous qui ne sommes ni Ukrainiens ni Russes, nous pourrions comprendre ce qu'avait compris Chirac, ce qu'avait compris Sarkozy à l'époque, c'est que si on ne comprend pas un minimum, si on se met pas un tout petit peu à la place de l'autre pour voir ce qui, chez lui, est tout à fait inacceptable. Alors on peut dire, mais moi je m'en fous que ça soit inacceptable pour lui. Oui, mais si ça finit en guerre nucléaire, ça valait peut-être le coup de garder l'Ukraine neutre. Ça aurait évité déjà 300 000 morts, ou 100 000 avec les blessés, d'autres disent 1 million. Nous, on n'a pas les chiffres. C'est comme la guerre du Kosovo. C'est impossible d'avoir les chiffres. À la guerre du Kosovo, le monde disait 1 million, après ils sont arrivés à 100 000. Alors à un moment, il y avait plus de femmes violées que de soldats et de miliciens serbes. C'était complètement ubuesque. Et on a su des années plus tard que l'opération Fer à cheval du Kosovo, c'était moins de 4 000 morts. C'est déjà énorme, c'est déjà trop. Beaucoup, Bien sûr, c'est beaucoup moins que Srebrenica. Donc, si vous voulez, on est dans le délire total. Et le problème de l'Europe, c'est qu'elle est peut-être sincère. J'y pensais encore hier. Il y a peut-être une part de sincérité. Quand vous êtes dans le moralisme,
que vous avez remplacé l'identité, la stratégie par des postures idéologiques où on divise le monde entre démocratie, démocrature. C'est même pas les dictatures. Déjà, si vous êtes une démocrature ou une démocratie illibérale comme Orban, qui est quand même élu à 70%, vous êtes déjà un ennemi de la démocratie. Si vous voulez, la démocratie de nos élites, ce n'est plus une démocratie qui tient compte de ce que veut le peuple. C'est une démocratie représentée par des gens éveillés, c'est-à-dire les juges, que ce soit des juges de tribunaux ou de cours constitutionnels. C'est ce que dit J.D. Vance, le vice-président américain, lorsqu'il va à la conférence de sécurité de Munich. Non, je peux rien pour vous si les leaders européens ont peur de leur peuple. J'ai aimé quand il a dit je peux rien pour vous, parce que j'ai lu tout le texte, c'était pas du tout insultant. Il n'y avait pas j'ai même pas senti vraiment de mépris. J'ai senti, vous savez, j'ai souvent parlé avec des Américains. J'ai souvent parlé avec des Américains d'origine européenne, parce qu'ils sont presque tous d'origine européenne quand ils sont pas issus de l'esclavagisme, parce que l'Amérique est quand même coupable de tout ça. Eh bien, ils sont souvent nostalgiques de leurs racines, et ils ont véritablement, vous savez, comme un fils d'immigré italien que je suis, qui idéalise un peu le pays d'origine, eh bien, ils sont vraiment tristes de voir que le pays de leurs ancêtres devient un pays qui est en train d'organiser sa propre disparition. Et c'est pour ça que je voulais lire la définition de menace existentielle dont a parlé Monsieur Vance. Il a dit la vraie menace pour vous, c'est pas la Russie et la Chine. C'est une immigration de masse qui risque de changer vos nations, de les faire disparaître, parce que ça deviendra autre chose. Et c'est intéressant parce que la définition stratégique de la menace existentielle, c'est la suivante. Une menace existentielle pour une nation souveraine désigne un danger qui met en péril l'intégrité, la survie et la continuité de cette nation en tant qu'entité politique, sociale et culturelle. Donc il y a la dimension civilisationnelle, culture, identité. Il s'agit d'un risque qui pourrait entraîner la perte de son indépendance, mettre en danger physiquement la population entière, puis mettre en danger son territoire ou sa stabilité fondamentale. Cela peut inclure des attaques militaires à grande échelle, une invasion étrangère, des actes de guerre nucléaire, des crises politiques internes graves menaçant l'ordre constitutionnel ou des catastrophes économiques et sociales qui compromettent son fonctionnement même et sa gouvernance. On est quand même assez loin de ce que fait la Russie en France. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'empathie pour les Ukrainiens qui se battent. Eux, je comprends. Eux, ils sont dans une menace existentielle. Ça, aucun doute. Peut-être les Polonais, même si ça ne s'est pas encore traduit. Voilà, une menace, donc, elle doit être incarnée. La menace, c'est pas le terrorisme, par exemple. Depuis des années, on nous dit, à un moment, c'est le virus. La menace, c'est le virus. Après, la menace, c'est le terroriste. Non, c'est le terrorisme. Or, le terrorisme n'est qu'un mode d'action. La menace, elle est toujours incarnée par un acteur, qui est un humain. En général, c'est pas un animal. Sinon, c'est une catastrophe naturelle ou mais c'est autre chose. Quand on parle de menaces et d'ennemis, premier cours de l'école de guerre de mon ami général Gallois, quand il enseignait à l'école de guerre, c'est définition de la menace, qui met en péril existentiellement trois composantes: territoire, population et institutions. Est-ce que la Russie a détruit nos institutions ? Non, elle les a peut-être critiquées, il n'y a pas que elle. Hein. Le Qatar le fait permanent. Le Qatar, par exemple, moi j'ai fait une émission un jour chez Al Jazeera, où j'étais l'ordure, parce que je disais, je comprends qu'en Europe, il y ait des lois qui interdisent un antisémitisme radical, notamment qui débouche sur la négation de la Shoah. Et j'avais tout un parterre de personnes avec des barbes assez longues. Mais moi, je m'en fous, je suis pas là pour juger. Mais j'ai constaté que j'étais l'ordure parce que j'étais contre l'antisémitisme. Et pour eux, dans leur rhétorique, c'était l'Europe limiter la liberté d'expression parce qu'on empêchait de nier la Shoah. Vous voyez le genre. Ça, c'est une radio qu'on n'a jamais interdite. La position de J.D. Vance ou des Américains. Voilà. C'est une radio, une télévision qu'on n'a jamais interdite. On n'a jamais interdit Al Jazeera, qui depuis des années, après avoir relayé Al-Qaïda, à l'époque où Al-Qaïda envoyait des cassettes, rappelez-vous, 2001, elle relaie systémétinomatiquement l'antisémitisme le plus djihadiste, le plus meurtrier, et elle relaie systématiquement les griefs, les leitmotifs de nombreux mouvements qui, eux, sont des menaces existentielles, parce que la menace existentielle, ça peut être un acte terroriste. Alors j'ai cherché, il paraît que Macron dit que les Russes ont fait des actes terroristes, perpétré des actes terroristes en Europe. J'ai pas trouvé. Alors il y a eu des assassinats, on l'a vu déjà tout à l'heure, probablement, Skripal, même si on ne sait pas vraiment qui c'est. Moi, ce que j'ai su un jour, en enquêtant sur le phénomène oligarchique pour un article universitaire, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'oligarques qui ont fait assassiner
Déjà, quand ils ont pris l'Union soviétique, ils s'assassinaient entre eux. Et beaucoup ont continué à s'assassiner également aussi dans d'autres territoires. Donc, admettons que ça soit les Russes. De toute façon, on n'a pas la preuve absolue. Et c'est pas ça qui caractérise la menace existentielle. Sinon, il y a pas mal de pays qui le sont. Mais pourquoi Emmanuel Macron utilise ce terme de menace existentielle concernant pour nous la faire Russie, admettre une augmentation des budgets militaires. Et là, c'est peut-être une bonne raison. Je vais choquer nos auditeurs. Après avoir eu l'impression d'être anti-Macron, ils vont dire « Ah, mais il est pro-Macron ». Pas du tout, j'essaie d'être objectif. Pour faire accepter, c'est ce qu'on apprend en théorie de communication politique, pour faire accepter quelque chose à quelqu'un, on doit procéder comme un séducteur qui a des mauvaises intentions avec une femme honnête. C'est-à-dire, on cache son véritable objectif. Parfois, il peut être aussi honnête, dans certains cas de manipulation, mais on n'avoue pas le vrai motif qui risquerait de susciter un non. Alors, on invente une histoire soit séduisante, c'est le violon, soit de seconde option, la peur. Comme pour réduire les libertés sous le Covid, c'était la peur. Les enfants aussi devaient être hyper vaccinés, etc. Alors qu'on aurait pu, comme disait Raoult, vacciner que les gens en santé fragile, etc. Donc la peur est un élément fondamental, comme la séduction, c'est soit l'un, soit l'autre, pour faire accepter à des peuples ceux qui ne veulent pas accepter ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Oui, c'est ce que disait Julian Assange sur les guerres. Les peuples ne veulent pas la guerre, il faut leur vendre la guerre par des campagnes de marketing. Et on est bien dans ce moment-là de l'histoire. D'ailleurs, il faut relire le livre du plus grand stratège, c'était le neveu de Freud, l'homme qui a créé les premiers kits, les premières techniques de manipulation, Edward Bernays, pour convaincre l'opinion. Il a convaincu les gens à fumer, boire de l'alcool, le petit déjeuner avec du bacon. Il a fait entrer en guerre l'Amérique. Il a convaincu avec des phénomènes de peur, de séduction. En fait, c'est une ingénierie sociale. C'est un véritable métier. Moi, je connais des lobbyistes dont le métier est de changer l'opinion, parce que nos élites, quand même, qui ont beaucoup recours à ce genre de technique, elles pensent que l'opinion pense mal. Donc, il faut le fabriquer. Sur les lobbies et l'influence des lobbies, l'Union européenne donc veut se préserver des ingérences étrangères et a lancé ce bouclier pour la démocratie en Europe mené par Nathalie Loiseau de la majorité, enfin l'ex-majorité présidentielle au Parlement européen. Or, il se trouve que Nathalie Loiseau navigue dans la galaxie de la Fondation Soros, comme beaucoup d'autres qui vont faire partie de cette commission également. Et on a l'impression que, encore une fois, c'est un outil d'ingérence en réalité, de lutte entre plusieurs fondations et plusieurs... Mais là, c'est une ingérence acceptable, parce que c'est l'ingérence des globalistes atlantistes. Pourquoi ? George Soros a à peu près acheté ou pris en compte, comme on dirait dans le renseignement, 230 députés. C'est à peu près un tiers du Parlement européen. On a la liste. Moi, quand j'étais assistant parlementaire il y a très très longtemps pour un député italien, je précise de l'UDC, donc l'Unione del Centro, nous avions la liste qui circulait des députés déjà pris en compte par l'organisation de George Soros. C'est-à-dire qui parlait avec la fondation, qui était pris en compte. Donc ça veut dire, ça montre bien ce que ça veut dire. Ça peut être des pressions, ça peut être de la séduction, ça peut être la séduction idéologique, ça peut être de l'achat, ça peut être des voyages, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être des formations dans un bel endroit à Marrakech pendant une semaine. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des formations à Marrakech pour préparer des révolutions de velours. On peut très bien aussi inviter les députés. Et donc tout ça, c'est une ingérence acceptable. Le type est hongrois, globaliste, anti-frontières. Donc il est contre la légalité européenne, parce que je m'excuse de le dire à ceux qui pensent que les frontières c'est horrible, mais jusqu'à preuve du contraire, un État-nation, c'est l'entité légale qui peut adopter des lois, elle a un territoire qui est limité. Je m'excuse de le dire à ceux qui trouvent ça horrible. Ça c'est la légalité. Alors certains trouvent ça illégitime, mais c'est la légalité. Donc Soros a comme agenda, c'est pour ça qu'il finance Save the Children et pas mal d'organisations sans frontières et compagnie qui affrètent des bateaux, souvent pour un but détourné de l'enregistrement. C'est important de le dire, parce que leur but, c'est un agenda anti-frontiériste. Diaboliser la frontière comme quelque chose qui serait un jour, comme me l'a dit le maire de Palerme, Leoluca Orlando, qui est le plus représentatif de cet anti-frontiérisme, lui aussi très proche de Soros. Il disait, la frontière est un instrument de torture, il faudrait la détruire. Alors moi, je lui dis bonne chance, quand tu n'auras plus de frontières en Sicile et que tu as la Libye juste en face, bonjour. Mais ils sont fous.
Mais en général, ils habitent dans des quartiers de haute sécurité, évidemment, comme oui, la frontière, elle est là. Mais c'est un agenda antinational. On voit bien qu'il est en train d'être retourné par Donald Trump, qui souhaite en finir avec les young leaders globalistes, en quelque sorte, et mettre en place une nouvelle génération, comme Meloni et autres. Voilà. Le soutien affiché à l'AfD en Allemagne. Si c'est pas de l'ingérence, le young leader. Mais là aussi, c'est de l'ingérence. Quand Elon Musk va soutenir l'AfD et donne une telle visibilité à ce parti, c'est juste qu'on change d'outils, mais l'Europe. Je vais peut-être choquer parce que je parle avec des amis qui sont assez macronistes et je respecte leur point de vue. Ils me disaient, moi, ça me choque, même s'il a dit des trucs vrais sur un militant, par exemple, anti-islam musulman, qui était solidaire de celui qui a été tué, qui a brûlé le Coran. Oui. Quand même, qu'on incarcère ou qu'on veuille incarcérer ou qu'on fasse un procès à un type qui a juste comme agenda celui de la Révolution française, encore la liberté de ne pas croire, ça, elle me dit sur le fond, je veux bien. Mais le fait qu'il nous ait donné une leçon de morale, c'est inacceptable. Admettons. Moi, je le verrais différemment. Il y a tellement d'ingérence dans l'autre sens. Oui. C'est comme pour les médias. Parfois, on dit « Oh, il y a un média, C8, c'est pas normal, ils font du populisme, etc. » Mais il y en a 1 sur 10. Toutes les chaînes publiques sont gauchisto, extrême gauchistes. Et moi, je le vois en tant qu'essayiste. J'ai la plus grande difficulté à aller sur des chaînes publiques. Bizarrement, les seules qui sont ouvertes à des gens tricardisés dans les autres chaînes publiques, c'est les chaînes publiques internationales. Pourquoi ? Parce que le monde multipolaire, les gens qui écoutent à RFI, à TV5 Monde ou à France 24, les gens qui écoutent, c'est pas des bobos français hyper politiquement corrects qui pensent qu'il y a une élite qui doit gérer avec des juges parce que le peuple est débile. Il y a des gens du monde du Sud qui sont identitaires, qui sont même assez réactionnaires, qui sont conservateurs, qui sont pas du tout wokistes. Et donc eux, ils supporteraient pas un truc totalement feutré. Donc bizarrement, c'est les seules chaînes publiques un peu libres. Mais on interdit C8, et mieux, pire, on a interdit pour la première fois des élections en Roumanie, comme a dit Monsieur Vance, parce que il a dit votre démocratie elle est très fragile. Si vous pensez que quelques achats de mots-clés sur TikTok, donc qui rendent visible, ou sur les algorithmes, qui rendent visible un populiste. Si les gens ont quand même voté pour lui, ça prouve que son discours a plu. C'est comme s'il avait un média. On va et donc interdire une élection parce qu'il y aurait une influence soi-disant sur des réseaux sociaux. On va revenir sur le cas roumain. On va juste marquer une dernière courte pause et se retrouver dans un instant pour parler de la Roumanie, de la République des juges ou du moins de la peur des peuples qu'ont nos leaders globalistes. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec notre invité pour parler de cette paix en Ukraine ou pas, Alexandre Delval, géopolitologue. On a l'impression qu'il y a une certaine fébrilité de la part des leaders européens. Emmanuel Macron, qui est démonétisé sur la scène nationale, en France du moins, qui a bien du mal, a l'intention de se relancer à l'international et de prendre le leadership de ce soutien à l'Ukraine, d'où les réunions à l'Élysée. Qu'est-ce qu'il en est sorti de ces 2 réunions improvisées à l'Élysée où les partenaires européens, l'OTAN, la Commission européenne, ont répondu positivement à l'invitation d'Emmanuel Macron ? Ce qu'il en est sorti, c'est que les pays baltes sont toujours aussi hystériques, mais à eux seuls, ils ne pourront pas battre les Russes. Les Polonais, ils se préparent à une guerre, ils sont assez paranoïaques, et peut-être ont-ils raison, moi je ne veux rien exclure. Eux, ils se préparent à une guerre. Et ils savent que quand on est en danger, il n'y a que soi-même qui se défend. Ils comptent que sur eux. Les Américains, d'ailleurs, quand ils nous ont défendus, c'était à la fin, c'était pas au début. Donc, il faut quand même toujours on n'est jamais mieux défendu que par soi-même. Donc les Polonais, no boot on the ground, comme les Américains. Les Français, ils peuvent lever maximum. Bon, la France, c'est 200 000 hommes, 200 000 militaires, mais on compte tous les bureaux et tout ça. Et la Pologne, c'est 212 000. L'Italie, c'est 160, et l'Allemagne, on est pas loin de 200 000 aussi. Et l'Angleterre, elle est dans des chiffres assez proches. Déjà, l'Espagne, c'est 135, puis après, c'est rien. Après, on a des pays qui ont 40 000 hommes, 30 000 hommes, enfin, c'est ridicule. Et pour donc, l'envoi de troupes en Ukraine, c'est des annonces, mais voilà, ce qui compte, si ça arrivait, ce serait... Ce qui compte, c'est combien de divisions. Et là je comprends Zelensky. Et je comprends l'amertume des Ukrainiens. C'est pas pour faire le démago qui se rattrape, tout à coup il fait des pas vers les Ukrainiens. Depuis le début, on leur promet de pouvoir buter du russe avec des armes sophistiquées, mais pas trop loin dans le territoire russe, ou très peu.
pas d'aviation en nombre suffisant pour véritablement sécuriser leur pays, et pas assez de munitions, parce que pour qu'il y ait beaucoup de munitions, il faut qu'il y ait des commandes, et une usine privée, elle veut bien fabriquer beaucoup plus, pas uniquement si elle a une commande d'un mois. On lui dit, voilà, tu vas pas investir pour rien dans ton matériel, parce que tu vas te restructurer. Donc on n'a même pas fait quoi que ce soit pour que notre promesse d'envoi à la guerre, quand on lui a dit de ne pas signer la paix d'Istanbul en mars-avril 2022, on lui a dit, on ira jusqu'au bout, tu vas y arriver. Et il y a cru, sincèrement. Ça nous rappelle Saakashvili. En 2008, Saakashvili, il attaque les Russes à cause de la question, bien sûr, des mouvements séparatistes pro-russes, Ossètes et Abkhazes en Géorgie. Et il croit qu'il va gagner, de toute façon, qu'il a l'assurance vie américaine, puisqu'il veut rentrer dans l'OTAN. Les Américains vont... il n'a pas lu l'histoire, hein, ils ont toujours lâché du jour au lendemain leurs alliés. Ce qui se passe avec Zelensky et Trump. Et je peux le comprendre, comme c'est une vraie démocratie où on tient compte vraiment de ce que pense le peuple à chaque élection. Quand il y a un changement d'humeur du peuple qui veut plus investir dans une guerre, on arrête tout d'un coup, parce que c'est la politique intérieure prime. Et voilà ce qui s'est passé. Donc on est dans une situation assez ubuesque. Rappelez aussi nous sommes structurellement, et là je peux l'affirmer parce que j'en ai parlé à des gens très très autorisés au sein de l'armée française, ils me disent en privé, on promet depuis le début aux Ukrainiens une victoire qu'ils ne peuvent absolument pas gagner, c'est totalement impossible. Sauf au prix d'une guerre nucléaire. Et personne n'est sûr de gagner. Voilà, donc quand on est sûr de ne pas pouvoir gagner, mais qu'effectivement c'est dégueulasse de donner une partie d'un territoire d'un pays à son voisin, ça je peux comprendre cet argument, qui risque ensuite de se sentir autorisé, voire ça va donner des idées aux Turcs qui veulent prendre encore des bouts de Chypre et de Grèce, voire de Syrie, qu'ils ont déjà pris d'ailleurs, ça personne ne dit rien pour la Syrie. C'est vrai que c'est dangereux, c'est l'effet domino extrêmement dangereux, mais dans la mesure où on pense que c'est extrêmement dangereux, dans ce cas il fallait envoyer 300 000 hommes en Ukraine, parce que c'est de cela dont aurait besoin Zelensky pour que la guerre non nucléaire, conventionnelle, soit rééquilibrée. Zelensky lui a annoncé avoir besoin d'1,5 million de soldats. Et il a raison, vous savez pourquoi ? Dans l'absolu, 300 000, c'est le minimum. Parce que la Russie, et on l'entend jamais dans nos médias, peut mobiliser jusqu'à 10 millions. Vous avez bien entendu. La Russie peut mobiliser, si c'était une guerre existentielle, ils reçoivent des bombes à Moscou, etc., avec le sentiment patriotique. D'ailleurs, plus ils reçoivent des bombes, c'est la stratégie, plus ils arrivent à motiver des nouveaux contractuels. Et là, effectivement, dans un contexte style Seconde Guerre mondiale, où on est vraiment tous en économie de guerre, et c'est existentiel, et sinon on crève, etc., alors là, les Russes peuvent aller jusqu'à 10 millions. Ils peuvent aller facilement jusqu'à 2 millions dans quelques mois. Et donc, effectivement, on est très très loin du minimum vital, sans parler des munitions. On en produit 3 à 4 fois moins. Donc, si vous voulez, tout le reste, c'est du baratin. Après, on peut avoir des postures, ça fait bien. Tous ces gens qui travaillent pour des centres, qui critiquent l'ingérence russe, qui animeraient tous les géopolitologues un peu réalistes. Bizarrement, ils travaillent tous pour la Fondation Ford, pour l'Institut Royal Anglais, pour l'Institut for War. Ah, c'est bizarre quand même. Ils ont tous des intérêts également professionnels. Et c'est moi, je leur en veux pas. Moi, à la différence, je les juge pas moralement. Mais eux, qui jugent moralement des gens, en plus, pour avoir comme résultat, ils auront des morts ukrainiens en masse. Certes, en fait, leur haine de la Russie est telle que ce qui compte, c'est qu'il y ait du Ruskov qui crève. Ça, c'est bien. On aura sacrifié pour rien plein d'Ukrainiens qui vont perdre leur territoire en plus grande proportion que lors de la paix possible de avril 2022. Mais ce qui est génial entre-temps, c'est qu'on a buté du russe. C'est ça. La seule rationalité à leur attitude, ça ne peut être que ça pour l'instant. Puisque, je répète, structurellement, ils savent très bien eux-mêmes qu'il n'y a aucune possibilité de vaincre la Russie, et encore moins de faire un regime change qui serait l'issue de la guerre, de la défaite russe. On pourrait vaincre la Russie militairement, parce qu'on a des armes très sophistiquées, mais le problème, c'est que la Russie, elle a une arme nucléaire qui, si elle était vraiment attaqués par toutes les forces de l'OTAN qui ont des armes extrêmement efficaces, on pourrait bombarder Moscou, etc. Là, le problème, c'est qu'à la clé, il y aurait effectivement, parce que la menace existentielle que j'ai lue tout à l'heure, c'est quand votre pays risque de ne plus avoir la possibilité de continuer, là, la Russie utiliserait le nucléaire. Et c'est pour ça que même si on arrivait à mobiliser en forçant, en arrachant les jeunes à leur famille, si on arrivait à lever 1 million de personnes, ça pourrait finir encore bien plus mal
Là, c'est carrément même pour les écologistes. Hein. Oui. Bizarrement, les écologistes, ils disent rien. S'il y avait une guerre nucléaire, c'est bizarre, ça n'a pas l'air de... la guerre ils ont tellement peur du carbone que les radiations nucléaires, ça a l'air de ne pas les inquiéter. C'est étonnant de voir les partis écologistes qui étaient historiquement pacifistes être extrêmement bellicistes sur la ligne atlantiste et ne jamais poser la question du bilan carbone de la guerre. Hein. Ça, c'est une parenthèse. Et pour la menace existentielle, vous avez vu dans la définition, il y a le droit à la continuité historique de Ignacio Igacé. Vous savez la fameuse phrase, le droit à la continuité historique. Si vraiment on veut dire quelle est la menace de la France, qui empêche la France aujourd'hui d'avoir sa continuité historique, c'est-à-dire de risquer de ne plus être la France avec sa tradition française, européenne, occidentale, etc., etc. De Gaulle disait aussi un autre mot, mais il est interdit maintenant, parce qu'il disait aussi Europe, blanc, etc. Qu'est-ce qui empêche la France de rester telle qu'elle est, la France, aujourd'hui? Et il a raison, Vance. Ce n'est pas ni la Chine, ni la Russie, ni même l'Arabie Saoudite ou la Syrie. C'est une immigration de masse qui n'est pas la faute de ces pays d'origine, mais des sans-frontiéristes européens qui n'aiment pas le peuple. Alors ils veulent changer le peuple, ils veulent le diluer, ils veulent faire un autre peuple qui sera un laboratoire du mondialisme, puisque ce sera un peuple Benetton. Le problème, c'est que c'est peut-être une très belle idée, hein, j'essaie d'être honnête intellectuellement, c'est peut-être une idée très sincère, c'est celle de Soros. Mais on a vu les résultats de tous ceux qui ont voulu faire des expériences raciales, que ça soit la pureté de la race ou les mélanges, ça finit malheureusement en guerre civile. Regardez le Liban, l'ex-Yougoslavie. Le comte Khaleesi, qui était à l'origine du projet européen, qui voulait une société métissée dans les années 30. Alors, c'est ce que l'on dit, j'ai vérifié. Apparemment, il y a un faux qui est sorti sur lui, son fameux plan de métissage généralisé. Mais lui avait eu des prises de parole. Voilà, alors des prises de parole, probablement. Par contre, le faux qu'on lui attribue, qui développerait tout ça, je ne l'ai pas retrouvé. Et dans Pan Europa, son ouvrage très intéressant, d'ailleurs, parce qu'il voulait une Europe des nations. Il ne voulait pas un fédéral. Et il ne voulait pas exclure la Russie. Et par contre, il avait dit d'exclure l'Empire ottoman à l'époque. C'était encore l'Empire ottoman. Donc on est vraiment loin du compte. Merci beaucoup, Alexandre Delval, d'avoir répondu à nos questions sur la paix en Ukraine, qui visiblement effraie les leaders européens, parce qu'il ne faudrait pas faire la paix de Poutine. On en est loin encore. Hein. C'est simplement. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que la guerre était prévisible. Moi, j'ai écrit mon livre, le choc global, 1 an avant. Le choc global. Avec Jacques Sopelsa, qui est l'ancien président de la Sorbonne. Et si nous, on l'a su, qu'on ne nous fasse pas croire que le renseignement européen et français ne savait pas que ça risquait de déboucher sur une guerre. Merci beaucoup, on va rendre l'antenne et vous retrouvez Brigitte Lahaie dans un instant. Restez sur Sud Radio. À plus tard, au revoir.